Nous accueillons Alain Damasio sur ce bonjour. Donc, pour parler science-fiction aussi, vous êtes tous les deux auteurs de science-fiction. Alors moi, ce qui m'a frappé en courant dans les allées ici de la Biennale, c'est que la science-fiction, elle est déjà là. Enfin, la fiction est déjà là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à inventer? Est-ce que vous pouvez encore penser à des trucs pas possibles? Oui, à partir du moment où on a fait le choix ici de se dire, si on regarde vraiment le design, si on regarde les objets, on a toujours cette sensation que les objets ont une capacité d'anticipation et de projection très forte. C'est-à-dire que les designs sont souvent extrêmement futuristes. Donc on s'est dit, nous, on va prendre à contre-pied un peu cette logique du design et on va faire une exposition qui ne monte pas d'objets. On monte quasiment aucun objet dans l'exposition. On s'est dit, l'objet et l'image fait écran à l'imaginaire. Nous, on veut pousser l'imaginaire encore plus loin, c'est-à-dire à 50 ans, 100 ans, même 200 ans dans l'exposition. Et du coup, on passe par le son, on passe par les oreilles, on passe par la faculté qu'ont les oreilles à nous faire former des images et la capacité qu'ont les récits à nous faire former des anticipations qui soient un peu différentes. Donc on est vraiment sur une exposition très particulière de design sonore, j'ai envie de dire, et puis de narration. C'est-à-dire qu'on a vraiment construit des récits, beaucoup de récits. On a réuni 10 auteurs de science-fiction français au sein du collectif Zanzibar, qui est un collectif qu'on a monté pour désincarcérer le futur dans notre rêve. Et ces auteurs ont développé ces visions singulières et polyphoniques de l'avenir. Norbert Merjanian, quand je passe dans le secteur où vous exposez, on parle beaucoup des algorithmes. Alors c'est vrai que les robots, on sait ce que c'est, les automates, on sait ce que c'est, mais les algorithmes, on a l'impression que c'est des petites bêtes qu'on ne voit pas et qui vont être là partout bientôt. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est les petites bêtes des mathématiciens. Il y a des mathématiciens qui sont payés extrêmement cher par Google, par la NASA, etc., pour créer des algorithmes, évidemment, en cachant tous les brevets là-dessus pour que les petits voisins ne les piquent pas. Donc il y a une opacité sur les algorithmes, mais au fond, pour nous, la question, elle n'est pas là, elle est plutôt encore une fois, sur l'impact et sur la transparence par rapport à ces algorithmes, c'est-à-dire le fait que derrière, par exemple, quand on utilise tous nos outils, derrière cette utilisation, il y a des algorithmes extrêmement puissants qui nous analysent, qui tirent de la valeur de nos actes, et une valeur qui est cachée, que nous ne maîtrisons pas, et qui est la valeur moderne, la valeur de la plupart des très grandes entreprises numériques. Alors, on s'attendait à vous voir dans un salon du livre. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans une biennale de design? Alors, effectivement, on nous a appelés. Moi, j'étais très surpris quand Olivier Péricot, le directeur de la Biennale, m'a sollicité au début. Et après, j'ai inclus Norbert dans cette approche, que je pensais que c'était très intéressant de le faire en duo et en collectif. En fait, il a souhaité, je pense, en tout cas, j'espère qu'il a eu raison. Il a souhaité justement nous arracher à cette logique de l'objet. Voilà, il a souhaité amener des auteurs dont le métier est le quotidien et d'imaginer le futur. Voilà, et nous, on n'est pas des économistes, on n'est pas des futurologues, mais on a une espèce j'espère, d'intuition, ou en tout cas de faculté à se projeter. Et il a voulu que cette folie-là, un peu ce délire-là, soit mise en œuvre dans la Biennale, quoi. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Vu le nombre d'objets extravagants et d'expositions qu'il y a ici, est-ce que ça vous inspire, ça, pour de nouvelles œuvres? Est-ce que vous avez passé votre temps à regarder des trucs? Mais oui, est-ce que ça fait gling dans votre esprit? Alors oui et non, parce que, à mon sens, c'est plutôt l'inverse. Moi, ce que je découvre, c'est qu'énormément de gens qui travaillent en architecture, en design, s'inspirent de récits de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour, il y a peut-être aussi une fascination réciproque, c'est pour ça que je dis oui et non, entre des gens qui créent via la matière, via les objets, etc., et les récits de science-fiction qui sont en fait la contextualisation de ces objets. Créer des objets, c'est très intéressant. Après, penser à des usages qui amènent à des nouvelles formes d'objets, voilà, c'est là où il peut y avoir cet aller-retour. Donc oui, il y a toujours une curiosité. De toute façon, on est toujours le nez à regarder la réalité telle qu'elle est et en fait à la voir autre. Donc ça va aussi avec les objets. Alors, est-ce que justement, dans vos livres, est-ce que vous avez inventé des objets pas possibles qui deviennent réalité maintenant? Alors,
pour ma part, la plupart de mes récits se passent à environ 1000-2000 ans dans le futur. Donc il va falloir quand même... voilà. Mais on peut l'imaginer. Non, sur les récits qu'on a, moi je pense qu'on a une projection là sur... Alors d'ailleurs dans un recueil, parce qu'on a travaillé avec la Biennale, il y a également un recueil qui s'appelle Demain le travail au bal des actifs, avec les mêmes auteurs et qui sont finalement des versions longues des récits sonores qu'on écoute dans la Biennale. Il y a des projections qui se font à 30 ans. Et moi, je vous donne un exemple. Par exemple, je parlais de la valorisation qui se fait par des algorithmes qui est cachée. Et bien moi, j'ai imaginé qu'il puisse y avoir des petits objets qui puissent être matériels ou virtuels, qu'on appelle des totems, et qui permettent à tout un chacun d'avoir un filtre quand on utilise nos objets numériques, d'avoir un filtre avec les entreprises qui captent nos traces, et de pouvoir dire non, celle-là je la garde, celle-là je la vends, celle-là par exemple je la propose à temps, etc., et qui permettent de reprendre un petit peu la main sur cette valeur qui échappe totalement. Voire des filtres juridiques qui disent non, ça pas question, c'est mon intimité, je veux pas qu'on y touche. Alors est-ce que justement ces célèbres algorithmes et compagnie, est-ce que ça va formater les romans à venir? Est-ce qu'on voit un robot écrire un roman? Est-ce que ça vous paraît possible, ça? Oui, il y a eu des essais qui avaient été faits au tout début d'ailleurs d'une maison d'édition auquel j'avais participé qui s'appelait Silibris. Il y avait un roman qui s'appelait La Toile, mais c'est déjà 1996, qui avait été en partie écrit avec des algorithmes. Et notamment c'est vrai que c'est une particularité souvent des romans, c'est qu'il y a toujours la partie météorologique, c'est-à-dire qu'on décrit le temps, le soleil dardait de ses rayons, ou le ciel était nuageux, etc. Et en fait, l'écrivain avait recouru à un algorithme qu'il avait lui-même programmé pour faire toutes ces parties météorologiques de description du temps, du soleil, des nuages, etc. Et ça marchait très bien. Et il y avait un effet assez bizarre, c'est-à-dire que quand on arrivait sur ces plages de description, on sentait que quelque chose était un peu étrange, un peu bizarre, mais ça fonctionnait. Donc je pense, moi je vois en tout cas sur les Arlequins, sur ce type de livres qui sont déjà extrêmement construits, charpentés scénaristiquement par des algorithmes de scénarisation très, très précis. Les auteurs écrivent encore, c'est des nègres qui le font. Mais ouais, moi je vois assez bien un générateur de romans. Encore une fois, un algorithme, c'est complètement possible. Oui, c'est quelque chose qui va capter le commun, le banal, qui va capter ce qui est le plus fluide aussi. Donc il y a aussi, en fonction de l'appétit du public, qui sera capable d'écrire exactement ce que le public attend à un moment donné. Un auteur, un créateur, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui arrive avec sa singularité entière et qui recrée une réalité, la propose, la recrée, et arrive souvent avec des choses qui sont dérangeantes, des choses qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas captées par les gens en disant « Ah, ça c'est magnifique et tout ». En général, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur » ou « Ce truc est illisible ». Et il y a un temps d'adaptation. Le créateur est toujours devant. Un auteur de science-fiction est peut-être encore un peu plus devant. C'est pour ça qu'en France, la science-fiction a pas toujours bonne presse, parce qu'on est tellement devant que tout le monde dit « Ouais, mais ça n'existe pas, vos trucs ». Et puis ensuite... les Américains sont beaucoup plus malins. Ils payent des auteurs de science-fiction pour inventer leurs armes du futur, par exemple, ou leurs fusées du futur. En France, là-dessus, on est très, très... Et cette façon d'arriver avec sa singularité, là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui va... que les robots sont pas particulièrement bien dotés pour ça. Bon, je rappelle donc que votre installation s'appelle Extravaillance. Alors, quand vous la présentez, vous dites à travers mots, modules et sons, le visiteur sera immergé dans les récits à l'écoute des fictions et des frictions. Oui. Alors, où est la friction, là? La friction, c'est que ce collectif Zanzibar est un collectif qui a une visée assez critique. C'est-à-dire que c'est assez propre à la science-fiction française. On a une science-fiction qui se base beaucoup sur ce qu'on appelle les sciences molles, les sciences humaines, sociologie, la philosophie, la psychologie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'arrivée d'un paradigme technologique, d'une technologie particulière, va totalement modifier, altérer notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et puis le rapport même qu'on a à nous-mêmes et la façon dont on se construit nous-mêmes. Donc dans cette approche-là, la friction, c'est que très souvent la technologie a un rôle parfois dépréciatif, dégradant dans le rapport aux autres. Il fitte le rapport aux autres, il le modifie, il nous isole, il nous plonge dans un technococon. Il modifie parfois aussi le rapport au monde. Donc il y a
il y a un côté où c'est jamais fluide, hein, c'est faussement fluide. Et on nous vend énormément la technophilie et les GAFA, notamment voilà, Google, Apple, Amazon, Facebook, tout ça, nous vend une extraordinaire fluidité technologique. Les pubs sont construites là-dessus. On a l'impression que le monde s'ouvre et qu'on n'est plus qu'une eau qui glisse à travers la facilité du monde. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, ça a des effets environnementaux, écologiques très forts, des effets sociaux dégradants également. Et on monte ces frictions. On les met aussi en valeur par des dystopies, par des... Donc on essaie de marier dans l'exposition justement le côté utopique et positif de la vision du travail et le côté dystopique, angoissant, un peu inquiétant, qui est un rôle d'alarme classique de la science-fiction. Hein. C'est un rôle d'alerte que la science-fiction a toujours eu. Alors, sans jouer les Nostradamus, la fin du travail, c'est pour quand ? La fin du travail, il a déjà commencé. Il suffit de voir la façon dont les hommes politiques ont de cacher les vrais chiffres du chômage. On sait très bien que ça fait au moins 15-20 ans que la raréfaction est là. Et là, je rebondis sur les frictions. Il y a aussi cette notion de friction politique. Moi, je suis totalement abasourdi qu'on est en pleine campagne présidentielle, qu'à l'heure actuelle, il y ait si peu. Moi, j'en vois qu'un aujourd'hui. Je vois qu'un homme politique qui a l'ambition d'anticiper un petit peu l'évolution du travail. Tous les autres sont sur une vision totalement ringarde du travail des années 50 avec le plein emploi, etc., etc. Et là, oui, nous, on apporte des frictions parce que on disqualifie totalement ce discours en disant mais attendez, là, c'est de l'aveuglement total. C'est même plus, nous, on n'est même pas dans l'anticipation là. C'est de l'aveuglement total d'aller encore dire publiquement à l'ensemble d'une population, mais si le plein emploi est possible, mais si il n'y a pas de souci, on va appliquer les vieilles recettes et ça va revenir. Voilà, qu'on soit très jeune avec une belle gueule ou plus vieux avec une cravate un peu nouée. Mais heureusement, il y a un espoir. Il y a quand même, on voit une nouvelle génération d'hommes politiques qui osent parler des robots, qui osent parler de la fin du travail ou de sa raréfaction, etc., etc.